La journée pluvieuse touche à sa fin et Erika, une jeune femme chauffeur de taxi, se rend à sa dernière commande. Elle est déjà fatiguée, son dos la fait souffrir et ses yeux lui font mal à cause de l'effort constant. Mais Erika n'est pas découragée, car ses gains de la journée sont corrects. Cependant, elle se sentait encore nerveuse, car elle avait eu affaire à divers passagers tout au long de la journée, y compris 3 passagers en retard à la gare, des hommes ivres du bar qui chantaient des chansons dans le taxi, des mères avec des enfants en bas âge, et des adolescents amoureux. À présent, Erika est en route pour aller chercher une femme âgée et l'emmener à l'adresse indiquée. Lorsque la femme arriva à l'endroit indiqué, elle vit devant elle une vieille maison miteuse. Bien qu'il s'agisse d'une belle bâtisse, la peinture s'est écaillée et les volets des fenêtres sont de travers et rouillés. Les alentours de la maison étaient également envahis par les mauvaises herbes et les raisins sauvages, ce qui indiquait que personne ne s'en était occupé depuis longtemps. Le temps passe et personne ne sort de la maison. Erika commença à s'inquiéter, car personne ne paierait pour un faux appel, et beaucoup d'essence avait été dépensée pour se rendre à la périphérie de la ville. Elle klaxonna plusieurs fois et commença à tambouriner nerveusement sur le volant avec ses doigts. Enfin, la porte s'ouvrit en grinçant et une vieille femme apparut sur le seuil. Elle était décharnée et ridée, et ne paraissait pas avoir moins de 80 ans. Elle était pauvrement vêtue, avec un vieux manteau défraîchi, hors de saison, et un mince châle. La vieille femme traîne derrière elle une valise assez volumineuse. Erika saute immédiatement de la cabine et aide la femme à charger la valise dans le coffre. « Je suis tellement gênée devant vous. » s'excuse la dame âgée. « Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Je travaillais et je n'ai pas vu l'heure passer. » Erika sourit d'un air encourageant et dit, « Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Assieds-toi, attache ta ceinture et allons-y. Alors maintenant, je vais tracer l'itinéraire sur le navigateur, sur la rocade. Peut-être que nous éviterons les embouteillages et que nous irons plus vite. » Soudain, la vieille dame demande, « Chérie, je peux te demander de passer par la ville, par le centre ? J'ai été recluse pendant de nombreuses années. Ma santé ne me permet pas de m'éloigner de chez moi, et j'aimerais voir ce que notre ville est devenue. Je paierai un supplément si vous en avez besoin. Au fait, je m'appelle Madame Mans, et vous ? Je m'appelle Erika, répond la jeune fille. Enchantée de vous rencontrer. Pas de problème. Comme vous l'avez dit, je vais vous faire visiter le centre à un rythme tranquille. Ce n'est pas difficile pour moi. Ils se mirent donc en route. Madame Mans admire la beauté de l'extérieur et se remémore le passé. « Oh, regardez les bâtiments modernes !» s'exclame-t-elle. « Je me souviens qu'il y avait un magasin de vêtements ici. Et maintenant, ils ont construit un restaurant. Qu'est-ce que c'est que cet énorme miracle, avec des lumières clignotantes comme un arbre de Noël ? Combien y a-t-il d'étages ? Je ne sais même pas compter. C'est un nouveau centre commercial, où l'on peut acheter tout ce que l'on veut. Il y a un cinéma et un café. Et il y a beaucoup d'attractions pour les enfants, lui dit Erika. Quand nous étions jeunes, mon mari et moi aimions nous promener le soir dans les rues, dans ce parc. Les jeunes se réunissaient toujours près de la place principale et se donnaient des rendez-vous. Il y avait aussi une piste de danse en été. Ah, c'était le bon vieux temps. Je travaillais au tribunal comme secrétaire. Et Bill était enseignant. Il enseignait les mathématiques à l'école. Mon mari avait des mains d'or. Il a construit une maison lui-même et nous avons tout fait ensemble. Nous n'avons pas eu d'enfants pendant longtemps. Dieu ne nous en a pas donné, et puis Cindy est née. Nous étions si heureux. Les mots ne suffisent pas à le décrire. Je n'avais jamais imaginé que je serais seule dans ma vieillesse. La dame âgée soupire et Erika précise prudemment, « Et votre fille ? Où est-elle maintenant ?» Madame Mann essuie une larme et dit, « Oh, c'est une longue histoire, Erika. Elle a eu une histoire d'amour malheureuse et a disparu.
Elle a renoncé à nous et s'est disputée avec son père. Nous ne nous sommes jamais revus. Oh mon Dieu, regardez, quelle belle église. En disant cela, la vieille dame se tourna vers Erika et lui demanda, « Et toi, ma chère? Comment avez-vous fait pour exercer un métier aussi difficile? On dirait que ce n'est pas un métier de femme. C'est la première fois que je vois une femme au volant, pour être honnête. » Erika fait un geste dédaigneux de la main et répond, « Eh bien, Madame Mann, la vie est ainsi faite. J'ai été laissée sans parents. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans et j'ai grandi dans un orphelinat. Je suis tombée amoureuse, je suis tombée enceinte, et Grégor s'est avéré être une crapule. Il m'a quittée dès qu'il m'a trouvée, par peur d'assumer ses responsabilités, et je suis restée enceinte et seule. Quant aux voitures, je les aime depuis que je suis enfant, alors j'ai appris à conduire. J'aime ça, et il me paie bien. » Madame Mann secoue la tête d'un air compatissant et dit, « Vous n'êtes donc pas seulement une femme chauffeur de taxi, mais aussi une femme chauffeur de taxi enceinte. Pauvre de vous, ma chérie. Il sera difficile de s'occuper seule d'un nouveau-né. » Erika sourit et répondit, « J'ai l'habitude. Je me débrouillerai. J'économiserai de l'argent pour le bébé et l'accouchement. De plus, mon métier me permettra toujours de subvenir à mes besoins. » En arrivant à leur destination, un bâtiment public gris avec une haute clôture, Erika lit le nom sur le portail et sursaute. Il s'agit d'une maison de retraite. Elle se sentit insupportablement désolée pour la pauvre dame âgée, que la solitude et la maladie avaient obligée à venir s'installer là. Erika a arrêté la voiture et a aidé Madame Mann à sortir. Erika a ensuite sorti sa valise et l'a apportée à la porte d'entrée. La dame âgée baissa la tête et dit, « Très bien, Erika, c'est mon dernier arrêt. Je suis ici pour toujours. La seule bonne chose, c'est que je ne resterai pas longtemps parce que je suis très malade. Au revoir, ma chère. Prenez soin de vous et de votre bébé. Et ne le repousse jamais, quoi qu'il arrive. Pour ne pas être comme moi, inutile à personne. » Le cœur de la jeune fille se serra et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle serra la vieille femme dans ses bras et murmura, « Madame Mann, puis-je vous rendre visite ?» La femme se contenta de faire un signe de la main et de dire, « Allez-vous-en. Ne vous en faites pas. Vous avez vos propres soucis. » La femme commence à sortir une bourse usée pour payer, mais Erika fait un signe de la main et dit, « Non, non, rangez-la. Je ne vous prendrai pas d'argent. Bonne journée à vous. » Elle monta rapidement dans la voiture et s'en alla, pour ne pas blesser encore plus son âme. Le soir, après une collation rapide et une douche, la jeune fille étendit enfin ses jambes enflées et espéra dormir, mais elle n'y parvint pas. Devant ses yeux se tenait la malheureuse Madame Mann qui lui faisait signe de s'en aller. Seigneur, quelle pitié pour elle! Les larmes me montent aux yeux. Une femme agréable, intelligente, et elle est restée toute seule. Quelle fille elle a! Qui a complètement oublié sa mère. C'est incompréhensible. Erika ferme les yeux et commence à ressasser les fragments de son enfance malheureuse. La mère d'Erika est morte très tôt. Malgré cela, la période passée avec elle a été la meilleure de sa vie. Sa mère s'appelait Cindy et travaillait comme femme de ménage dans un café routier. Elle était toujours épuisée au maximum. En outre, le beau-père détesté a considérablement empoisonné leur vie. Tom buvait, se livrait à la débauche, traitait Erika de gamine extraterrestre et la battait sans pitié. La mère avait pitié de la jeune fille et essayait de la protéger. La maison était toujours tendue et l'atmosphère agitée. Cindy essayait de choyer sa fille, lui achetant secrètement des bonbons et des jouets pour que son mari ne s'en aperçoive pas. Erika a supplié 100 fois de divorcer de ce sadique, en pleurant, « Maman, laisse-le, s'il te plaît. Il est mauvais. Il ne nous aime pas. J'ai peur de lui. Pourquoi vivons-nous avec lui?
La femme tourmentée se contenta de pleurer en silence et de caresser la tête de son enfant. Je sais, ma fille, que Tom n'est pas bon, mais nous n'avons nulle part où aller. C'est ici qu'il vit. Ta mère n'a pas de chance. J'ai fréquenté une crapule et tout a mal tourné. Tu devras donc t'en accommoder. Nous ne pouvons aller nulle part. Et puis sa mère est morte inopinément d'une crise cardiaque alors qu'elle était au travail. Son beau-père l'a enterrée, mais sa petite belle-fille était comme une épine dans son pied. La petite fille essayait de rester hors de sa vue et se cachait parfois discrètement sous le lit pour éviter d'être remarquée par le beau-père ivre. Sa vie est devenue insupportable car il ne cessait de l'opprimer et de la maltraiter, la traitant d'éponge et de pique-assiette. Il n'était plus question pour elle de dormir et d'étudier normalement. Elle s'est souvent réfugiée chez les voisins pour échapper aux tyrans. Jusqu'à ce qu'ils appellent enfin le service de tutelle. Erika a été immédiatement placée dans un orphelinat et son beau-père était heureux d'en être débarrassé. À l'orphelinat, Erika a dû se battre pour se défendre et a été punie à plusieurs reprises pour cela. Au fil des ans, elle est devenue une fille dure qui aimait les voitures et faisait des courses avec assurance sur une vieille mobilette que le concierge, Monsieur Collins, lui permettait parfois d'utiliser. Les garçons la respectaient, la considéraient comme une bonne amie et lui apprenaient à comprendre les pièces détachées et à reconstruire le moteur. Son apparence correspondait également à son caractère. Une coupe de cheveux courte, des baskets et une veste en cuir. Néanmoins, le visage d'Erika était beau, avec des yeux bruns profonds, des lèvres pulpeuses et des fossettes sur les joues. Son sourire était également charismatique. Beaucoup de garçons admiraient cette fille courageuse qui pouvait facilement changer les bougies d'allumage et reconstruire le carburateur. Lorsque les éducateurs ont appris à Erika que son beau-père était mort dans un accès d'ivresse, elle n'a pas éprouvé le centième d'une fraction de sympathie pour lui. Elle se réjouit même qu'il ne soit plus sur terre. Après tout, s'il n'avait pas eu une attitude terrible à l'égard de sa mère, celle-ci serait peut-être encore en vie. Elle avait été constamment sur les nerfs et aucun cœur ne pouvait résister à un tel stress. Après sa sortie de l'orphelinat, Erika se vit attribuer un petit appartement exigu dans un vieil immeuble. Au début, elle est très contrariée. Le spectacle était épouvantable. Des trous dans les murs, des hordes de cafards, un papier peint défraîchi et des chaises cassées. Mais Erika n'est pas du genre à baisser les bras. Elle n'est pas restée les bras croisés, grâce à ses amis, a remis les lieux en état. Elle a enduit les murs, bouché les trous avec du mastic et collé du papier peint neuf. Il devient supportable d'y vivre. Erika passe pour la première fois l'examen du permis de conduire. Elle a ensuite obtenu son permis de conduire et s'est mise à la recherche d'un emploi. C'était difficile pour une fille sans expérience de la conduite. Personne ne voulait l'embaucher. Finalement, elle a eu la chance de trouver un emploi de chauffeur-expéditeur dans une petite entreprise. La propriétaire lui a fait un clin d'œil joyeux et lui a dit « Il n'y a rien sur terre que les femmes ne puissent pas faire ». Erika s'est avérée être une excellente conductrice et a toujours gardé la voiture en bon état. Les clients sont satisfaits, mais le salaire n'est pas suffisant. Erika a donc décidé de se lancer dans le métier de chauffeur de taxi. Dans la communauté des chauffeurs, une rumeur circule selon laquelle les chauffeurs de taxi gagnent bien leur vie et reçoivent des pourboires. Mais il s'agit aussi d'un travail difficile que tout le monde ne peut pas supporter. Au début, Monsieur Robbins, le propriétaire du parc de taxi, s'est moqué de cette jeune fille trapue et audacieuse aux cheveux courts. Puis il a dit « Maintenant, je vais vous faire passer un petit examen. Si tu le réussis, je t'engage, sinon, ne le regrette pas ». Avec d'autres chauffeurs de taxi, il a improvisé une course d'obstacles pour elle. Ils disposèrent de vieux pneus sur la route en forme de serpent et ouvrirent un garage étroit. Le propriétaire, satisfait, ordonne « Voilà, 3 tours sur cette route, puis tu fais demi-tour et tu rentres dans le garage à reculons. Vous avez 5 minutes pour tout faire. »
N'oubliez pas que la transmission est manuelle. Votre temps est écoulé. La moitié du parc de taxis s'est rassemblé pour assister à ce spectacle. Un conducteur sur deux se dit « Oui. J'ai du mal à m'en sortir. Le chemin est trop froid et il est difficile d'entrer dans le garage sans une certaine habileté. Il n'y a que quelques centimètres sur les côtés. » Cependant, Erika les a tous surpris en réussissant l'examen avec brio. Les chauffeurs de taxi pensaient que la jeune fille serait confuse et incapable de passer l'examen. Mais ce n'était pas le cas. Erika a facilement sauté dans une vieille Ford, a souri et a accompli sa tâche sans la moindre erreur. Elle a impressionné tous les hommes. Même Monsieur Robbins ouvrit la bouche et se gratta l'arrière de la tête. Oui, bien joué. Un marché est un marché. Je vous engage. Mais attention, il y a peu de voitures neuves. En tant que stagiaire, je vous en attribuerai une assez vieille, que vous pourrez conduire à votre guise. Mais vous serez responsable des réparations. Mes chauffeurs se mettent tout seuls sous le capot. Il y a un mécanicien de service, mais il ne peut pas s'occuper de tous les véhicules. D'accord, je vous verrai à 8 heures pour votre service de lundi. Mais je ne pense pas que vous ferez long feu. Nous n'avons jamais eu de femme ici auparavant. Au début, ce sont les hommes qui amadouent le dispatcher, et Erika se voit confier les ordres les plus problématiques, comme le transport de personnes ivres ou de femmes hystériques nerveuses avec lesquelles il est impossible de négocier. Ou bien, par exemple, on l'envoie en banlieue la nuit. Tout le monde attend que cette fille têtue abandonne, craque et quitte le service des taxis. En vain. Erika ne se plaint de rien. D'ailleurs, il est évident que ce travail est un plaisir pour elle. La vieille voiture tombait souvent en panne, mais les pannes n'arrêtaient pas Erika. Elle retroussait toujours ses manches comme un homme et creusait sous le capot, restant souvent au travail bien plus longtemps qu'elle ne le devrait. Elle a ainsi gagné le respect de ses collègues, qui se sont efforcés de la soutenir. Et s'il faisait des blagues? C'était avec gentillesse. Plutôt pour rire, sans aucune intention malveillante. La jeune fille a donc travaillé comme chauffeur de taxi pendant 3 ans, sans se lasser. Et il y a 6 mois, les amis d'Erika ont décidé de lui faire un cadeau d'anniversaire et l'ont invitée à une réunion de motards. Ils savaient qu'Erika serait ravie, et que c'était mieux que n'importe quel cadeau pour elle. En effet, elle a été fascinée par le spectacle. Des motos puissantes, des hommes brutaux à la barbe épaisse, vêtus de blousons de cuir et de jeans noirs, ressemblant à de véritables vikings. C'est là qu'elle a rencontré Grégor. Lui aussi faisait partie des spectateurs invités. Les jeunes gens ont rapidement trouvé un langage commun et sont devenus amis. Erika a tout de suite apprécié Grégor, un homme fort, musclé et sûr de lui. Il était entraîneur de volley-ball et la moto était son hobby et sa passion. Grégor a presque immédiatement aimé la jeune fille, surtout lorsqu'elle a fait quelques tours de moto avec ardeur. Les jeunes gens commencèrent à se rencontrer, et la romance éclata, orageuse et passionnée. Erika n'a pas été dérangée par le fait que Grégor ne lui ait rien proposé de sérieux. Ils s'aimaient et profitaient pleinement de la vie. Qu'est-ce qui presse? Ils pouvaient louer une moto et parcourir la ville toute la nuit au gré du vent. Erika aimait généralement la liberté, la vitesse et les extrêmes. Dans ces moments-là, l'adrénaline est à son comble et c'est le bonheur. Ils s'aimaient passionnément et farouchement, et chaque fois, c'était comme la dernière fois. Tout a éclaté comme une bulle de savon, instantanément, quand Erika a réalisé qu'elle était enceinte. Grégor n'a ni juré ni crié, il a simplement disparu honteusement de l'horizon, n'a pas décroché le téléphone et a fait semblant de ne pas la connaître lorsqu'ils se sont rencontrés. De plus, il a immédiatement trouvé une remplaçante pour Erika. Une fille riche. Erika a vu de ses propres yeux son ex-amant embrasser une autre femme devant tout le monde, et il lui est apparu clairement que tout était fini entre eux. Erika était tellement amère,
blessée et effrayée qu'elle a même envisagé de faire quelque chose d'irréfléchi. Elle s'est souvenue de son enfance sans joie et de l'incapacité de sa mère à se débrouiller seule. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait nulle part où aller pour trouver de l'aide. Alors pourquoi s'engager dans cette voie? Pour condamner l'enfant à une vie d'agonie? Erika s'est même rendue à la clinique et s'est inscrite pour l'interruption de grossesse, mais la veille, un événement incroyable l'a obligée à changer radicalement d'avis. Erika était en train de raccompagner une passagère. À en juger par son foulard coloré et sa longue robe, il s'agit d'une gitane. Au moment de descendre de la voiture, la femme touche la paume d'Erika et lui dit, en la regardant intensément dans les yeux, « Tout ira bien, ma chère. Ne sois pas triste. Un fils va naître, puis une fille. Tu n'auras pas à attendre longtemps. Votre bonheur est déjà sur le pas de votre porte. » La femme quitte la voiture et Erika reste assise, figée comme une statue. On ne peut pas dire que la jeune fille ait cru inconditionnellement la gitane. Elle n'était pas de cette trempe, mais elle ne se rendit pas à la clinique et garda l'enfant. Elle décida fermement qu'elle l'élèverait elle-même, sans aucun scélérat comme Grégor, ou pire encore, sans beau-père méchant. Après avoir pris cette décision, les choses sont devenues beaucoup plus faciles pour elle. Elle s'est fixée pour objectif de gagner autant d'argent que possible afin de pouvoir s'occuper de l'enfant pour la première fois jusqu'à ce qu'il aille à la crèche. Elle a donc travaillé dur et ne s'est pas ménagée. Elle ne souffrait d'aucune toxicose. Mais elle avait souvent mal au dos et ses jambes enflaient un peu lorsqu'elle restait assise pendant de longues périodes. Elle pensait aussi à Madame Mann et, un jour, Erika s'est dit, « Je devrais lui rendre visite. Cela ne me coûtera rien et ce sera agréable pour la vieille dame. Elle doit être triste et se sentir seule. » Erika comprend mieux que quiconque à quel point la situation est difficile dans ces endroits, même s'ils la nourrissent et l'habillent. Le lendemain, elle prit une heure sur son emploi du temps, acheta un joli bouquet de fleurs et quelques fruits, et se rendit chez la vieille dame. Madame Mann est si heureuse de la voir qu'elle fond en larmes. Elle a serré la jeune fille dans ses bras comme s'il s'agissait de sa petite fille et lui a dit, « Merci, Erika. Tu as un bon cœur. Tu n'as pas oublié la vieille dame. C'est si triste ici. Tout est si étrange. Chez moi, les murs m'ont guéri, mais ici, c'est dommage, je n'ai plus de santé du tout. Je ne peux pas manger correctement. Mes mains tremblent. Je renverse tout sur moi. » Elles bavardèrent un peu et Erika se remit au travail, mais l'heureuse Madame Mann ne lâcha pas le bouquet de fleurs jusqu'à la tombée de la nuit, assise, rêveuse, près de la fenêtre. À partir de ce jour, Erika rendit visite à Madame Mann presque tous les jours pendant un petit moment, et le week-end, elle pouvait rester avec elle pendant une demi-journée. La jeune fille a remarqué qu'il faisait froid dans le service et a apporté des chaussettes de laine chaude et un châle à Madame Mann. La vieille dame a été touchée par une telle attention et a commencé à appeler Erika sa petite fille. Chaque jour, elles se rapprochent l'une de l'autre. Elles restaient longtemps assises dans le parc de la pension et parlaient ensemble. Souvent, elles émiettaient un pain et le donnaient aux pigeons, qui se régalaient. Un jour, Erika a demandé à la vieille dame des conseils sur les soins à donner au bébé. Et Madame Mann lui a fait part de sa sagesse et des détails de sa vie personnelle. « Je te regarde, Erika. Tu ressembles tellement à Cindy, ma fille. Je l'aimais tellement. Qui aurait pu penser que cela se passerait ainsi? Elle était intelligente. Elle étudiait bien et nous avions de grands espoirs pour elle avec mon mari. D'où sortait cet affreux étranger? Arthur, qu'il soit maudit. Il faisait tourner la tête de ma fille, et imaginez, il était marié. Cindy n'a pas pu résister. Elle s'est lancée dans une folle aventure, et comme par malchance, elle est tombée enceinte. Lorsque mon mari l'a découvert, ce fut un véritable scandale. Il a dit qu'elle déshonorait notre famille et qu'elle nous faisait honte. Cette crapule a tout nié et a presque immédiatement disparu. Il a dit,
Je ne sais rien. Ce n'est pas mon enfant. Qui sait de qui votre fille est tombée enceinte? Cindy a été mortellement offensée par le fait que nous allions le voir pour connaître la vérité et elle est partie après lui. Voilà toute l'histoire. Je n'ai plus entendu parler d'elle. Où est-elle? Comment vit-elle? Je n'en sais rien. 100 fois nous avons regretté de l'avoir grondée. Nous aurions dû l'accepter. Nous aurions pu élever un petit-fils ensemble et tout oublier avec le temps. Ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. Alors ne pensez même pas à regretter le bébé. Aimez-le, élevez-le, et le plus important, c'est que vous soyez ensemble. Quand il sera grand, il y aura quelqu'un pour vous donner un verre d'eau dans vos vieux jours. 3 mois se sont écoulés. C'était un jour de congé et Erika était dans la cuisine depuis le matin. Bien qu'elle ne sache pas cuisiner, Erika essayait de faire en sorte que les escalopes ne brûlent pas. Elle voulait offrir à Madame Mance quelque chose de fait maison. Soudain, le téléphone sonne. Erika Clark. C'est de la maison de retraite. Madame Mance nous a donné votre numéro hier. Elle s'est soudain sentie mal et est malheureusement décédée pendant la nuit. Veuillez accepter nos condoléances. Qui s'occupera des funérailles? A-t-elle au moins des parents éloignés? Erika raccrocha silencieusement le téléphone, incapable de répondre. Elle sanglote et se sent terriblement mal, comme si elle avait vraiment perdu sa grand-mère. Sans hésiter, elle dépensa l'argent qu'elle avait si scrupuleusement économisé pour l'accouchement afin d'accompagner la vieille dame dans son dernier voyage. Comme il se doit. Elle a la conscience tranquille. Erika a été particulièrement touchée par les fleurs séchées de son bouquet, amoureusement placées entre les pages du livre de prière de Madame Mance, qui lui a été remis par l'infirmière. Pour éviter d'être aussi morne, Erika se mit au travail, faisant le taxi jour et nuit, jusqu'à ce que Monsieur Robbins la chasse littéralement jusqu'au congé de maternité. Erika Clark, es-tu complètement folle? Ou peut-être as-tu décidé d'accoucher sur ton lieu de travail? Arrêtez et partez en congé de maternité, pour de bon. Sinon, nous devrons accoucher. Ne vous inquiétez pas, nous trouverons toujours une place pour vous quand le bébé sera grand. Nous avons besoin de gens comme vous. Erika a donc dû prendre un congé de maternité. Dès le lendemain, un notaire, un homme d'âge mûr avec un dossier à la main, se présente soudain chez elle. Ce qu'il a dit à la femme l'a choquée. Il s'est avéré que Madame Mance avait laissé un testament et cédé sa maison à Erika. Avec le testament, il lui a remis une lettre. J'ai reçu l'ordre de vous remettre ceci en main propre. Voici les clés et les documents. Vous êtes maintenant la propriétaire légitime de la maison. Félicitations. Excusez-moi, je dois partir. J'ai beaucoup à faire. Au revoir. Erika, déconcertée, s'assit dans un fauteuil. Ouvrit la lettre d'une main tremblante et commença à la lire. Chère Erika, il se trouve que tu es devenue depuis peu la personne la plus proche et la plus chère pour moi. Tu ne peux même pas imaginer à quel point tes visites ont été importantes et nécessaires pour moi. Cela fait chaud au cœur de savoir que quelqu'un a besoin de vous. Merci pour votre bon cœur, votre présence agréable et vos conversations sincères. Vous avez réchauffé mon âme sénile, gelée par la solitude et l'indifférence. Le moins que je puisse faire, c'est de vous remercier pour ma vieille maison. Erika pleure doucement et se souvient des mains sèches et des yeux pleins d'une indicible nostalgie de la vieille dame. Active dans son fort intérieur, Erika, malgré le terme impressionnant de sa grossesse, décida de s'installer dans la maison de Madame Mann et de la remettre lentement en ordre. Elle n'avait rien à faire entre les 4 murs d'un minuscule appartement et le bébé serait mieux dans son propre jardin, au grand air. Erika a pris un taxi et a déménagé toutes ses affaires dans sa nouvelle maison. En fait, la femme est terrifiée par l'avenir. Elle n'avait pas beaucoup d'argent et de telles dépenses l'attendaient. Comment pourrait-elle s'en débarrasser?
Mais elle a beau chercher une solution, rien d'utile ne lui vient à l'esprit. Pour se libérer des mauvaises pensées, Erika entreprend un grand ménage. Elle démonte lentement les armoires et les étagères et met de l'ordre. Elle trouva un vieux gramophone sur la mezzanine et un tas de disques et se délecta des œuvres de Bach et de Beethoven. Pour elle, tout cela était si inhabituel et si intéressant. Dans le placard de la vieille dame, Erika a trouvé une magnifique robe en dentelle de couleur turquoise et a deviné qu'il s'agissait des filles de Madame Mann qui avaient disparu quelque part. Madame Mann l'avait probablement conservée toute sa vie en souvenir de sa fille. La maison s'est avérée très spacieuse et elle était imprégnée de l'esprit de l'Antiquité. Il était évident que le mari de Madame Mann avait un talent pour la conception et des mains d'or. Tout a été fait avec qualité et conscience, et seules quelques restaurations mineures ont été nécessaires, bien que la maison soit vieille de plusieurs dizaines d'années. Erika décida de transformer l'une des pièces en chambre d'enfant et commença à la rénover. Paul, l'un des chauffeurs de taxi du travail d'Erika, lui a proposé son aide. Ils étaient devenus de bons amis depuis peu. L'homme était divorcé depuis 1 an parce que sa femme l'avait quitté pour un amant. Il n'était donc jamais pressé de rentrer chez lui. Ils réparaient souvent des voitures ensemble ou discutaient simplement. Et maintenant, alors qu'il aidait aux réparations, Paul regardait Erika dérouler le papier peint, grimpant sur un escabeau et supervisant le processus. Elle était si drôle, vêtue d'un fichu et d'un chemisier à rayures. Son ventre ressortait bizarrement et ressemblait à une petite pastèque. Paul admire sincèrement cette femme active et remuante. Erika, tu me surprends. Où trouves-tu toute cette énergie? Mon ex-femme était fatiguée rien qu'en faisant la vaisselle. Mais toi, tu es comme un avion qui court dans toute la maison pour réparer. Et tu es enceinte. Tant mieux pour vous. En fait, Paul était amoureux d'Erika depuis longtemps, même lorsqu'il avait vu pour la première fois cette jeune beauté audacieuse qui faisait la course dans une vieille Ford lors de l'examen de conduite. Tout lui plaisait chez elle. Son angularité, sa franchise, son assiduité et son charisme. Mais il n'arrive pas à avouer ses sentiments. Surtout lorsqu'il apprend qu'Erika est enceinte et que son petit ami l'a quittée. Il ne voulait pas s'immiscer dans ses sentiments. Il s'est rendu compte que ce n'était pas le bon moment et qu'elle ne comprendrait pas. C'était déjà assez difficile. Il a donc décidé d'être là pour elle en tant que meilleure amie et de laisser le temps faire son œuvre. Pendant ce temps, Erika ne remarquait pas ses sentiments ardents, car elle ne s'en souciait pas. Les jours passent et le froid s'installe. Un jour, Erika décida de faire une cheminée. Paul, tu pourrais apporter quelques piles de bois de chauffage et essayer de l'allumer? Peut-être avant l'hiver. Je devrais appeler un ramoneur s'il y a des problèmes. Pendant que Paul s'occupait du bois à l'extérieur, Erika, très agitée, ne pouvait pas rester en place. Elle grimpa dans la cheminée avec une lampe de poche, malgré son énorme ventre, pour vérifier si elle ne s'était pas effritée sous l'effet de la vieillesse. Soudain, elle trouva un objet et commença à le tirer. Elle finit par tomber sur le sol avec un tas de poussière et de suie et se mit à éternuer. Mais la curiosité l'emporta et elle commença immédiatement à déballer le mystérieux paquet. C'était une boîte. Elle l'ouvrit et sursauta. Il y avait là toutes sortes de bijoux. Des chaînes en or, des bracelets et des pierres. Et des pièces d'or. Erika poussa un cri. Oh, mon Dieu! Il y a une fortune là-dedans. C'est un cadeau de Madame Mann. C'est donc de cela qu'il s'agit dans la lettre à propos de la cheminée. J'ai été stupide et je les ai oubliés immédiatement. Tout en bas, dans un sachet en cellophane, se trouvaient de vieilles photos en noir et blanc. Erika les regarde. Voici Madame Mann et voici apparemment son mari. Les voilà ensemble. Mais qui était-ce? Oh, ce n'est pas possible. Il est écrit que c'est sa fille Cindy. Mais c'est ma mère. Je me souviens très bien d'elle. Comment est-ce possible?
Il n'y a qu'une seule explication. Madame Mann est ma grand-mère, je suis sa petite-fille et ma mère est sa fille Cindy. Dont elle parlait avec tant de chaleur. Incroyable. Paul entre dans la maison et se fiche sur le seuil. Erika était assise, sale comme une petite fille de ménage, sur le sol froid et pleurait. Elle ne remarquait rien autour d'elle. Elle tenait des photos et se balançait d'un côté à l'autre. Une boîte à bijoux était posée à côté d'elle. Un homme effrayé s'est précipité sur Erika et a commencé à la secouer, essayant de la soulever et de la secouer. Mon Dieu, Erika, tu es tombée? Pourquoi es-tu montée là-haut toi-même? Tu es agitée. Je t'aurais aidé. Tu ne peux pas rester assise dans le froid. Qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu trouvé tout ça? Mais la femme ne l'entend pas et se contente de murmurer, Maman, c'est ma maman. Vous comprenez? Madame Mann, dont je me suis occupée avant qu'elle ne meure, s'est avérée être mon grand-père. Je viens de l'apprendre maintenant. Paul était confus et ne savait pas quoi penser. Il n'avait jamais vu Erika dans cet état. Erika était dans un tel état que Paul se dit, peut-être qu'elle délire. S'est-elle cogné la tête? Ou est-ce que c'est pendant la grossesse que cela arrive? Il est difficile de comprendre ces femmes. Il se rendit à la cuisine, au bout d'une minute, il apporta un verre d'eau à Erika. Tiens, bois-le et calme-toi. Et dis-moi que tout est en ordre. Sinon, je vais croire que tu es devenue folle. Bientôt, Erika reprit ses esprits et commença à raconter à Paul toute l'histoire depuis le début. C'est au tour de l'homme d'être surpris. Quelle intrigue! Il est temps de faire une série télévisée, siffle-t-il. Waouh, Erika, tu es donc une riche héritière maintenant. Félicitations. Que allez-vous faire de cet argent? Allez-vous vendre la maison ou la garder? La femme tourne la tête et répond. Pas question. Il se trouve que c'est le nid de ma famille. Mes racines sont ici, mes grands-parents y ont vécu et ma mère y a grandi. De plus, mon grand-père l'a construit de ses propres mains, et il y a mis tout son cœur et toute son âme. Je veux tout restaurer, mais le laisser tel qu'il était prévu à l'origine. Maintenant, c'est moi qui vivrai ici, puis mes enfants. Je ferai don d'une partie de l'argent à la maison de retraite. Après tout, quoi qu'on en pense, ils font vraiment une bonne action et aident à soulager les souffrances des personnes âgées dans leurs derniers jours de vie. Et ils n'ont pas assez de fonds. J'ai tout vu de mes propres yeux. Je rêve aussi d'une nouvelle voiture et je dois mettre beaucoup d'argent de côté pour l'accouchement. D'une manière générale, j'ai la tête qui tourne avec tout cela. Je n'ai pas encore repris mes esprits. Paul la regarde soudain attentivement et lui dit, tu sais quoi, Erika? Épouse-moi. Je t'aime depuis longtemps. Erika sursaute et s'exclame, Paul, ce n'est pas une blague. Je porte l'enfant de quelqu'un d'autre, pas le tien. Es-tu sûr de pouvoir accepter l'amour et de l'élever comme le tien? C'est exactement ça. Sais-tu comment j'ai grandi? Dois-je te le dire? Mon beau-père m'a tellement battue et maltraitée que j'ai été emmenée à l'orphelinat. Il ne m'a jamais appelée autrement que comme une petite chipie. Je le détestais tellement que lorsque les infirmières m'ont dit qu'il avait été saoulé et brûlé vif, je n'ai pas eu pitié de lui. Vous vous rendez compte? Je suis vraiment désolée. Mais non, je ne veux pas que mon bébé ait ce genre d'enfance. Et je vais t'en dire plus. Je ne suis pas ma mère, et je giflerai quiconque fera du mal à mon enfant. Et c'est fini. Je dois vivre seule pour le reste de ma vie. Et finissons avec cette conversation. Ou tu veux me demander en mariage sans crier gare pour une question d'argent? Je ne comprends pas. Où est le problème? Paul est profondément vexé et pâlit. Il balbutie. Pourquoi juges-tu tout le monde à l'aune d'une seule personne? Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne vois pas à quel point j'essaie de te faire comprendre que je t'aime?
Qu'est-ce que ton argent a à voir avec moi et mes sentiments? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-le si tu ne m'aimes pas. Tu as fait de moi un sadique et un démon cupide. Tu peux vivre comme tu veux avec ton sale caractère, comme tu veux. Erika prit une pause et montra la porte en disant, « D'accord, merci pour votre aide. Bonne journée. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. » Paul écarquille les yeux et s'écrie lui aussi, « Bon séjour. » Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent, brisés en 1000 morceaux, alors qu'il y a une heure à peine, ils collaient paisiblement du papier peint. Erika se laissa tomber, fatiguée, sur le canapé. Elle était en colère. Eh bien, laissons-le rouler. Nous vivrons seuls, n'est-ce pas, Sonny? Nous n'avons besoin de personne. Ces hommes ne sont que des émerdeurs. Elle se caressa le ventre et se sentit mieux. La nostalgie insupportable s'estompa et Erika parcourut les photos qu'elle avait trouvées dans la cheminée. Sa mère y était si jeune et si heureuse. Maman, comment est-ce possible? Tu avais de si bons parents. Pourquoi as-tu rompu avec eux pour toujours? Oui, le grand-père a l'air d'un homme strict et sérieux. C'est clair qu'on ne s'amusait pas avec lui. Erika s'est accrochée à ces photos comme à la chose la plus précieuse qu'elle possédait, et en fait, il s'agissait de morceaux de l'histoire de sa famille. Quelques jours plus tard, Erika a commencé à réaliser ses souhaits et à remercier sincèrement sa grand-mère pour son généreux cadeau. Elle a viré une somme importante sur le compte de la maison de retraite et a acheté une nouvelle voiture. Elle a engagé des spécialistes qui ont commencé à restaurer et à réparer la maison selon ses croquis personnels. Mais plus la date de l'accouchement approchait, plus elle avait du mal à se concentrer. Erika devient maladroite et a de plus en plus de mal à se lever le matin. Et surtout, quoi qu'elle fasse, ses pensées reviennent toujours à Paul. Elle avait déjà regretté plusieurs fois de l'avoir traité si durement, de l'avoir insulté et offensé sans raison. Car en réalité, il l'avait beaucoup aidée. Et si vous mettez la main sur votre cœur, elle l'aimait bien. Au plus profond de son cœur, son beau-père sadique et l'acte ignoble de Grégor l'avaient complètement découragée de laisser entrer un homme dans son âme. Elle avait construit un mur de briques autour d'elle et paniquait à l'idée d'être à nouveau offensée, trompée ou trahie. Erika manque également à Paul. Cette femme audacieuse et autonome était tombée profondément dans son cœur. Il se rendit compte qu'à bien des égards, elle avait raison et qu'il avait choisi le mauvais moment, comme s'il l'avait fait exprès. Prendre la responsabilité du bébé de quelqu'un d'autre était une affaire compliquée, mais il était prêt à essayer, à faire tous les efforts possibles pour accepter et aimer ce petit homme qui était sur le point de naître. Mais malheureusement, elle ne voulait même pas l'écouter, et pourtant, il avait beau lui en vouloir, son cœur voulait aller là où elle était. Il était inquiet parce que l'accouchement approchait et qu'Erika était toute seule dans la maison. Comment allait-elle s'en sortir? Tout pouvait arriver, n'est-ce pas? Plusieurs fois, il a regardé le numéro chéri dans l'annuaire, mais il n'a jamais appelé. Un jour, alors que Paul remontait une voiture dans le garage, il entendit les conversations des autres conducteurs. « Vous avez entendu, les gars? Notre Erika a accouché hier. Un garçon. Monsieur Robbins en a été informé par une connaissance. Nous devrions nous réunir pour la féliciter comme il se doit. C'est une fille bien. » Son estomac s'est retourné. Il jeta les écrous et les clés et courut se laver. Puis il acheta un bouquet de belles roses, toutes sortes de friandises, et se précipita à la maternité. En chemin, il se dit, « Au diable cette stupide fierté! Je vais encore essayer de lui déclarer mon amour. Quoi qu'il arrive, je la féliciterai en même temps. » Il leur en voulut longtemps dans le hall, se demandant pourquoi il ne voulait pas le laisser voir Erika. Il les a persuadés, par-ci par-là, et a finalement réussi à supplier l'infirmière de voir Erika au moins une minute. Erika était allongée dans le service et se préparait à se nourrir, lorsqu'une infirmière est entrée et lui a chuchoté, « Voilà, votre mari est trop actif.
Il m'a torturé en me demandant de vous voir. Ce n'est pas le moment, mais à titre exceptionnel, tant qu'il n'y a pas de patron, juste quelques minutes, sinon je serai punie. Erika est stupéfaite, son cœur bat la chamade. Paul m'a-t-il pardonné? Est-il en colère? Avant qu'elle n'ait pu penser à quoi que ce soit d'autre, Paul a ouvert la porte, l'a prise dans ses bras et l'a embrassée tendrement. Puis il lui tendit un bouquet et un sac de fruits et s'exclama, « Félicitations, Erika, tu ne te débarrasseras pas de moi pour rien. Épouse-moi. Je te jure que j'aimerai ton enfant comme le mien. Tu ne regretteras jamais ton choix. Je ne peux pas vivre sans toi, même si ton caractère est insupportable et que tu n'es pas un bon cuisinier. Je ne peux pas manger de crêpes et d'escalopes, mais je t'aime quand même. » Erika rit et répond, « Eh bien, tu es vraiment quelque chose, Paul. » « Mais oui, je suis d'accord, et s'il te plaît? Pardonne-moi. Je t'ai dit beaucoup de choses inutiles et terribles à l'époque, et je le regrette beaucoup. J'ai du mal à réapprendre à faire confiance aux hommes. Cela n'a rien à voir avec toi. Je t'aime bien aussi, honnêtement, mais j'avais peur de me l'avouer. Bon, il faut que tu t'en ailles maintenant ou ils vont nous gronder. Attendez, dit Paul avec un sourire heureux, comment allons-nous appeler notre fils? Je lui donnerai mon nom de famille, comme il se doit. Tu es à moi et il est à moi. C'est tout. Erika réalisa qu'avec un tel homme, elle ne serait pas perdue, et répondit joyeusement, nous l'appellerons Martin. Cours, papa. Nous sortirons de l'hôpital dans quelques jours. Immédiatement après leur sortie de l'hôpital, Paul et Erika se sont mariés et ont commencé à vivre chez Madame Mann. Le mariage a été célébré à la maison en petit comité. Toute la flotte de taxis était réunie. Monsieur Robbins a porté de beaux toasts et tout le monde a souhaité du bonheur à la jeune famille. Au plus fort de la fête, le bébé s'est réveillé et des pleurs ont retenti dans la chambre d'enfant. Erika se précipite immédiatement vers l'enfant. Elle n'est pas là pendant un long moment. Paul hésite. Il a peur de prendre le bébé dans ses bras, craignant de faire quelque chose de mal. L'homme respire profondément, se calme et entre dans la chambre d'enfant. Il se tint tranquillement sur le seuil, regardant Erika nourrir Martin. Il était stupéfait par la transformation qui s'était opérée chez sa femme. Devant lui, ce n'était plus une fille anguleuse et garçonne vêtue d'un blouson de cuir chic qui était assise, mais une mère tendre et aimante, dont les yeux rayonnaient de bonheur. La grossesse et l'accouchement se déroulent à l'avantage d'Erika. Elle devient féminine et sereine. Le bébé finit de téter et commence à se tordre et à se rider adorablement, en remuant les lèvres. Paul demanda doucement, « Je peux le tenir ?» Erika sourit. Hocha la tête et lui tendit délicatement le bébé. Les mains de l'homme tremblaient de peur tandis qu'il caressait les joues et le nez du bébé et le berçait doucement. Martin se tut et ferma les yeux, s'endormant. Paul le replace dans son berceau et lui murmure, « Dors, mon fils. Papa est là et il ne laissera personne te faire du mal. » Erika serra Paul dans ses bras et murmura, « Merci d'être avec moi, Paul. C'est merveilleux. Tout va s'arranger pour nous. En tout cas, j'essaierai très fort. » Lorsqu'ils sont retournés auprès de leurs invités, Monsieur Robbins, éméché, s'est immédiatement écrié, « Santé !» Paul le siffle, « Chut. Vous allez réveiller mon fils. Il vient de s'endormir. » Monsieur Robbins tempère son enthousiasme et dit plus calmement, « Bravo, Paul. Tu es un vrai homme. Je vous respecte et je souhaite du bonheur à votre famille. » Au début, cela n'a pas été facile. Paul et Erika n'avaient aucune expérience du bébé. Ils ne dormaient pas bien et se disputaient parfois. Mais en même temps, Paul se surprenait de plus en plus souvent à penser qu'il aimait vraiment le bébé, comme un fils autochtone. Maintenant, il se dépêche de rentrer du travail et achète toujours un cadeau à Erika, même s'il s'agit d'une barre de chocolat ou d'un petit bouquet. Il aimait la voir heureuse et le serrer dans ses bras.
Et Erika, en embrassant son mari pour lui souhaiter bonne nuit, pensait souvent, quoi qu'on en dise, être sur la même longueur d'onde que les hommes est amusant et intéressant. Mais être une femme aimée entre les mains d'un homme fort et fiable, c'est bien mieux. Elle était désormais certaine de ne pas pouvoir trouver un meilleur père et un meilleur mari. Musique.